Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les flops de l'année 2024. Il y en a eu quelques-uns, j'allais dire pas énormément. Il y en a que vraiment 1, 2, 3, 4 qui m'ont vraiment déçu. Et enfin, où j'ai vraiment pas aimé, et d'autres c'est des mini-flops, des déceptions, enfin bref. Vous allez voir tout ça. Avant toute chose, je tiens à préciser que c'est uniquement mon avis, qu'il est subjectif, que c'est des ressentis. Si jamais vous avez aimé tous ces livres, c'est tant mieux pour vous, juste ça l'a pas fait avec moi. Donc maintenant que ça c'est dit, on va commencer tout de suite avec les abandons. J'ai abandonné 5 livres cette année. Et le premier, ça a été Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies de Heather Fawcett, que j'ai lu en anglais. J'ai lu à peu près 130 pages et je crois qu'il en fait 350 en anglais. Et je n'ai pas aimé parce que j'ai trouvé ça très lent. Et d'habitude, les livres lents, c'est pas forcément quelque chose qui me dérange. Là, je trouvais que ça tirait en longueur, qu'il n'y avait pas forcément d'action. Dans cette histoire, on va suivre Emily, qui est une académicienne à Oxford, et elle est chercheuse sur les fées. Et là, elle va partir en Irlande ou en Islande, je sais plus, pour aller étudier une fée spécifique. Et c'est une fée qui n'est pas très sympathique. Et voilà, enfin bref. En soi, l'histoire de base m'intéressait pas mal. Je trouvais ça très cool, en fait, d'avoir cet aspect académique avec mélangé un peu avec l'univers des fées. En soi, je comprends que ça peut plaire, mais moi, vraiment, j'ai été rebutée par déjà les deux personnages, Emily et son rival, je sais plus comment il s'appelle. Je les ai pas trouvés très intéressants. Enfin, voilà, je trouvais que c'était assez plat, assez froid, même si ça peut être un côté assez cool chez Emily, qui est assez froide et très académique. Ça pourrait être sympa, mais je sais pas, moi j'ai pas du tout accroché, donc j'ai préféré abandonner ma lecture parce que j'ai lu assez tôt, je crois que je l'avais lu en janvier, quelque chose comme ça. Et voilà, ce fut un abandon. Bon, 130 pages, c'était déjà pas mal. Et je trouvais quand même que c'était assez complexe en termes de langue en anglais, parce qu'il y avait un côté très académique et des choses, de la terminologie académique en lien avec les faits. Autant vous dire que c'est pas mon domaine de spécialité. Ensuite, j'ai abandonné Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan. Et là, je l'ai lu en français, donc c'était traduit par Louise Malagoli. Et j'ai lu à peu près 250-300 pages. Je dis lu, mais j'ai principalement écouté le livre en audio sur je sais plus quelle plateforme, peut-être Nextory, je sais plus exactement. Et là, ce qui l'a pas fait, c'est que j'étais assez détachée de l'histoire, malgré le fait que je trouve l'histoire très intéressante. Je saurais plus trop vous en refaire un résumé. Euh, je crois qu'on va suivre un moine, ou en tout cas une fille qui va rejoindre les moines. Et il y a une... non, 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 ben non, je vais arrêter d'essayer de faire un résumé, c'est catastrophique, parce que je m'en souviens plus tellement. Je pense que c'est un livre qui peut plaire quand même pas mal, parce que c'est un côté très historique qui aurait, qui aurait pu me plaire. En fait, ce livre avait tout pour me plaire, mais je pense juste que je l'ai pas lu au bon moment, ou que je l'ai pas rencontré au bon moment. Et tout simplement, ça l'a pas fait, malgré le fait que je me suis quand même acharnée, hein, entre 250 et 300 pages lues, c'est déjà pas mal, parce que je crois qu'il fait 400 pages. Mais vraiment, même au bout de 3 quarts du roman, j'étais plus pas intéressée, toujours pas dans l'histoire. Donc voilà, c'est aussi symptomatique du fait que bah, ça me plaît pas. Ensuite, j'ai abandonné Le trône de Jasmin de Tasha Suri, traduit par Thibaut Eliroff, et j'ai lu à peu près 130 pages. Là, j'ai tout simplement rien compris à l'histoire. Ici, on est dans une fantaisie aux inspirations indiennes et j'ai absolument rien compris. Vraiment, j'étais perdue pendant les 130 pages du roman. Et du coup, je pense que je lis pas assez de fantaisie. En tout cas, c'était peut-être trop fouillis ou il fallait peut-être se concentrer un petit peu trop pour moi. Et j'ai juste pas compris. Donc, bah forcément, j'ai arrêté. Ensuite, j'ai abandonné Psyché et Eros de Luna McNamara, qui est traduit par Claire Alouk, je sais pas comment on dit. Et là, vraiment, j'ai abandonné au bout de combien de pages? Au bout de 100 et quelques pages, il me semble. Et vraiment, là, c'est pareil, j'ai pas du tout accroché. J'ai trouvé que c'était une écriture vraiment trop simpliste. Et en fait, le mythe de Psyché et Rose, je le trouve très intéressant. Et il pourrait être vraiment bien remanié. Mais là, j'ai trouvé les personnages très creux. J'ai trouvé que Psyché, elle avait l'air complètement débile. Et
Et Eros, je l'ai trouvé vraiment, je trouvais que c'était un enfant pourri gâté et qui faisait des caprices. Enfin voilà, j'ai pas du tout accroché avec les personnages, j'ai pas du tout accroché au style de l'autrice, donc j'ai tout simplement préféré l'abandonner plutôt que m'acharner et détester les personnages. Et le dernier abandon de l'année, c'était Nueve Minutos de Lucia Puenzo. Là, c'était un livre en espagnol que j'ai abandonné au bout de 10 pages, tout simplement parce que j'ai pas du tout accroché, enfin, en fait, comme tous les abandons, mais là, j'ai vraiment pas accroché au style, enfin pas au style, mais à la narration. Parce que ici, on est dans un roman choral où on suit 9 personnages différents, ou en tout cas beaucoup de personnages différents en 9 minutes. Et du coup, ça va très vite. C'est un roman qui est assez court, il fait 170 pages. Et là, vraiment, ça m'a embrouillé le cerveau, je comprenais rien. Il y avait beaucoup d'expressions argentines, ou en tout cas beaucoup de termes que je ne connaissais pas en espagnol. Donc j'imagine que c'est des termes qui sont plutôt argentins, et je ne connais pas ce côté-là de l'espagnol. Moi, je connais l'espagnol d'Espagne, enfin le castillan, et l'espagnol mexicain où j'ai quelques références. Mais voilà, l'espagnol d'Argentine, je ne le connais pas bien. Et ça faisait très très longtemps qu'il était dans mes bibliothèques. Ça faisait depuis 2018, quelque chose comme ça, 2017-2018. Donc ça faisait vraiment un petit moment. Et je pense que j'ai perdu tout mon intérêt parce que au moment où j'ai ouvert le livre, bah, j'avais pas du tout envie d'y aller. C'était aussi un symptôme du fait qu'il était là depuis bien trop longtemps et qu'il fallait que je l'abandonne et que je ne le lise pas parce que j'avais peur que ça me crée une panne de lecture également. On va passer au mini-flop. J'en ai deux. C'est pas des mauvaises lectures, c'est juste qu'ils ne me sont pas du tout restés en tête. Le premier, c'est Le gardien des choses perdues de Ruth Hogan, qui est traduit par Christine Leboeuf. Ce roman, ça a été globalement une bonne lecture. J'ai vraiment bien aimé tout du long, mais j'ai été déçue par la fin que je trouvais très convenue et qui m'a pas forcément convaincue. C'est un livre qui me plaît par les thématiques parce que ici on va suivre Laura qui était l'assistante de Anthony Perdue. Il est décédé et lui avait pour hobby de récupérer les objets perdus et il voulait retrouver à tout prix les propriétaires. Donc à sa mort, du coup, il va demander à Laura, son assistante, d'accomplir cette mission pour lui. Et donc c'est ce qu'elle va faire. Elle va faire des belles rencontres. Il y a une double temporalité, donc c'est des choses que j'aime beaucoup. On est en Angleterre, il y a un manoir, enfin, il y a beaucoup de choses que j'aime, mais j'ai trouvé que c'était assez classique comme histoire et vraiment la fin beaucoup trop convenue, beaucoup trop... j'ai pas trouvé ça très recherché en termes de fin, donc c'est pour ça qu'il est dans les mini-flops, parce que globalement c'était une histoire sympa, mais qui me reste pas du tout en mémoire. C'est pour ça aussi qu'il a quitté mes bibliothèques. Je l'ai mis dans une boîte à livres à Marseille parce que, voilà, il était sympa, mais pas de là à rester dans mes bibliothèques. Le deuxième mini-flop, c'est La colère des aubergines de Bulbul Sharma, traduit par Dominique Vitalios. C'est aussi une histoire intéressante qui m'a plu dans l'ensemble, mais je ne pensais pas que c'était sur des formats nouvelles. Du coup, c'est un roman qui est très court, il doit faire 200 pages, quelque chose comme ça, et chaque chapitre, c'est une mini-histoire et une mini-nouvelle, et je suis pas friande du format nouvelle, donc c'est pour ça qu'il m'a pas forcément convaincue. Il y a aussi beaucoup de réflexions avec lesquelles j'étais pas forcément d'accord. Du coup, Bulbul Sharma, c'est une autrice indienne, et ce roman, il a été publié pour la première fois en 95 et peut-être traduit en 97-99, je sais plus exactement. Et du coup, il y a certaines réflexions sur les femmes avec lesquelles je ne suis profondément pas d'accord et c'est pas forcément dénoncé. Est-ce que c'était une volonté de l'autrice? Est-ce que c'était l'époque? Je ne saurais vous dire. Mais voilà, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup de recettes, puisque ici on va suivre beaucoup de femmes différentes et en gros on parle de nourriture et de femmes, enfin c'est pas encore bien résumé, mais du coup à chaque chapitre il y a une recette qui y correspond et il y a vraiment la recette avec les ingrédients nécessaires, comment on l'a fait, etc. Et c'est sympa, on a plein de recettes indiennes, il y en a je ne sais plus combien, je l'avais compté dans un vlog où j'avais lu, je vous le remets dans le petit i juste ici. Et au-delà du fait que c'est cool qu'on ait toutes ces recettes indiennes, qu'on en apprenne un peu sur la culture, j'ai vraiment pas été en phase avec beaucoup des nouvelles, notamment une que j'ai trouvée très injuste envers une femme, donc voilà, j'ai pas spécialement accroché. Et voilà, c'est un mini-flop qui a encore une fois quitté mes bibliothèques puisqu'il a été mis dans la même boîte à livres que Le gardien des choses perdues. Et là, on va passer au vrai flop de 2024. J'en ai 1, 2, 3,
4, 5, 6. 6, ça fait quand même pas mal. Le premier, c'est El amante japonés de Isabel Allende. C'est une autrice que je voulais découvrir depuis un petit moment. J'avais emprunté une fois La Maison aux Esprits, mais j'avais été découragée. Je l'avais finalement pas lu et même pas commencé. C'était une grosse pavasse. Et là, je l'ai lu en espagnol. Alors, malgré le fait que j'ai été très contente de le lire en espagnol, ça m'a ravie de pouvoir lire dans cette langue. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait. Et j'ai été contente et fière de moi de le faire. Mais j'ai pas été très convaincue par l'histoire. Là aussi, on est sur une histoire qui a tout pour me plaire. On est dans une double temporalité avec du coup Alma Velasco qui est une petite fille d'une riche famille et elle tombe amoureuse du jardinier de sa famille qui est japonais. Mais voilà, la classe sociale, la différence sociale ne va pas pouvoir faire qu'ils vivent une belle et heureuse histoire d'amour. Et ensuite, on suit Irina qui fuit quelque chose et qui va se retrouver au service de Alma Velasco quand elle est plus âgée et qu'elle est placée dans une maison de repos pour seniors. Et les deux histoires en parallèle, ça m'a pas convaincue. J'ai trouvé ça, encore une fois, assez convenu. La seule chose qui m'a vraiment accrochée dans l'histoire, c'est que je le lisais en langue originale et que j'étais contente de lire en espagnol, d'autant plus que j'avais l'audio et vraiment écouter de l'espagnol, ça m'a vraiment... C'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est une sonorité de langue que j'aime vraiment bien, donc il y avait vraiment ça qui m'a accrochée, mais l'histoire m'a laissé un peu de marbre. J'ai pas été plus convaincue que ça. J'ai trouvé aussi Seth Belasco, qui est du coup le petit-fils de Alma, j'ai trouvé assez paternaliste, machiste, et ça m'a pas du tout plu, le genre des réflexions qu'il peut faire à Irina, parce que, voilà, c'est bon, on a compris, tu veux faire le mec, mais Irina n'a pas forcément besoin d'entendre ça. Voilà, j'ai pas compris pourquoi il y avait ce genre de réflexion que j'ai trouvé vraiment dépassé, daté. Je sais plus de quelle année il date, ce roman. Si je le retrouve, je l'écrirai aussi juste ici. Mais voilà, j'ai pas plus accroché que ça à l'histoire ni au personnage. Voilà, ce qui m'a fait accrocher, comme je disais, c'est vraiment de le lire en espagnol et d'écouter de l'espagnol. Ensuite, on va passer à une déception et vraiment, qu'est-ce que j'étais déçue de ne pas aimer ce roman. Il s'agit de La promesse du dragon, le deuxième tome de Elisabeth Lim, traduit par Sophie Lamotte d'Argy. J'avais adoré le premier tome qui était Six couronnes écarlates, mais là, j'ai été complètement déçue parce que moi, je voulais connaître la promesse du dragon. Je voulais qu'on passe du temps dans le royaume des dragons. C'est ce qui est promis en fait à la fin du premier tome, parce que du coup, Shiori, la personnage principal, va dans le royaume du dragon, dans le royaume des dragons, pardon, pour une bonne raison. Et on y passe assez peu de temps. Je crois qu'on y passe une centaine de pages sur un livre qui en fait 350 ou 400, je ne sais plus exactement. Et je trouve que c'est très court parce que moi, c'est vraiment ce qui m'animait, ce que je voulais lire, c'était Le Royaume des Dragons. Et après, on s'en va et on va faire d'autres choses. Et bah voilà, ça n'a pas tenu la promesse que moi je voulais. Et la promesse du dragon, au début, je ne pensais qu'on ne l'avait pas. Et au final, en discutant avec je ne sais plus qui, je suis désolée, on m'a dit quelle était cette promesse du dragon. Mais j'ai trouvé ça quand même un peu pété, on va pas se mentir. J'ai pas du tout accroché, j'étais là, mais c'est pas ouf comme promesse du coup. Je sais pas, je m'attendais à beaucoup mieux et j'ai été profondément déçue. Donc si vous voulez le lire, lisez que le premier, parce que je trouve qu'il se suffit à lui-même. On a certaines questions à la fin du tome 1, mais pas plus que ça. Donc je trouve que c'est pas forcément nécessaire de lire le second, mais il y en a qui ont beaucoup aimé ou qui ont apprécié. Je sais que Lucie l'a apprécié et je crois que Pénélope l'a lu aussi et qu'elle a plutôt bien aimé. Moi, ça l'a pas fait du tout, malheureusement. Et on va passer aux 4 derniers qui ne sont pas du tout des surprises parce que je les ai lus dans le cadre de la vidéo du Smut. Et donc, j'ai dû lire des romances avec lesquelles je ne suis pas du tout en accord. Le premier, c'est Icebreaker de Anna Grace, qui est traduit par Madeleine Petit. Et c'est le moins pire des 4, malgré le fait que... Alors attendez. Résumons. Ici, on va suivre une jeune fille, j'ai oublié son prénom, qui est patineuse et patineuse artistique, et elle va rencontrer un joueur de hockey de l'équipe, enfin c'est le capitaine de l'équipe de hockey, je ne sais plus non plus comment il s'appelle,
et pouf, ils vont tomber amoureux. Voilà à peu près l'histoire. J'ai trouvé que le mec était assez sympathique. Il n'est pas toxique comparé aux autres que je vais vous présenter après, ce qui est une grande nouveauté. Mais vraiment, les scènes de sexe, il y en a vraiment toutes les 4 pages et j'exagère à peine. Enfin, vraiment, déjà, ils se rencontrent. Il y a une petite tension entre les deux parce que je crois que la patinoire des patineurs artistiques a été saccagée et du coup, bah, ils doivent cohabiter avec la patinoire des hockeyeurs et voilà, hihi, ils sont pas très très contents. Surtout que la meuf, elle est assez rigide dans ses entraînements et elle a un emploi du temps qu'elle a vraiment envie de respecter. Et là, voilà, son emploi du temps est un peu chamboulé, elle aime pas ça. Euh, donc voilà, c'est ça l'histoire au début. Et après, il commence à se connaître avec le mec hockeyeur là. Et très vite, ça part en on enlève ses vêtements et hop là, on fait des petites choses. Vraiment, non. Vraiment pas du tout. Ça m'a pas du tout plu. Au deuxième chapitre, première ligne, on a déjà le mot BITE. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Je ne sais pas. Vraiment, les scènes de smut sont pas du tout réalistes. Quand il y a des scènes de sexe dans un livre, ça me dérange pas forcément si c'est bien fait, si c'est cohérent avec l'histoire. Là, non, c'était juste, waouh, il a un membre gigantesque et qu'est-ce qui me fait jouir, c'est incroyable. Bon, vraiment, il t'a à peine touché l'épaule, quoi. Stop, stop. Ensuite, on passe à Captive de Sarah Rivens. Et donc, c'est une dark romance où on va suivre Ella, qui est une captive. Et en gros, elle a un possesseur et elle va changer de possesseur. Et euh, le possesseur avec qui elle va changer s'appelle Ash ou Asher, je sais plus. Et en gros, c'est un mec un peu bresson et elle va le changer. Et voilà. Pardon, je suis très condescendante, mais, mais juste, je trouvais que c'était... Bon, déjà, le style de l'autrice est pas fou. Je l'ai trouvé très simpliste. Enfin, le nombre de fois elle répète le mot psychopathe, c'est vraiment beaucoup trop. Vraiment, tous les 2-3 pages, on a le mot psychopathe et voire plusieurs fois par page. On a compris que Ella trouvait que Ash ou Asher, c'est un psychopathe. Il n'y avait pas besoin de le répéter à chacun des chapitres et à chacune des pages. C'est vraiment beaucoup trop. Et comment un psychopathe passe de psychopathe à lover? Enfin, un mec qu'elle aime. Je comprends pas. Et bon, là, il n'y a pas de scène de smut, ce qui est plutôt étonnant pour une dark romance. Mais je me suis pas infligé le tome 2 et tome 1.5, là, quand même, faut pas abuser. C'était déjà suffisant. La seule chose que je peux trouver intéressante à ce roman, c'est que c'est extrêmement addictif. Il fait 400 pages, non, 350-400 pages, je sais plus, mais je l'ai lu extrêmement vite parce que il y a un côté où on a vraiment envie de savoir et il y a ça qui peut être cool, mais vraiment c'est du Wattpad qui a été pas du tout révisé, qui a été vraiment, je trouve, publié tel quel, et c'est pas forcément la faute de l'autrice. Là, c'est vraiment la maison d'édition qui, je trouve, n'a pas du tout fait un travail éditorial qualitatif. Juste, ils se sont dit, ça fonctionne sur Wattpad, vas-y, viens, on le publie, et basta. J'ai pas trouvé ça très intéressant en termes de publication et d'édition, et je trouve quand même c'est un très mauvais move. Mais ça, c'est mon avis personnel. Vous en faites ce que vous voulez. Juste, faites pas lire ça à vos gosses. Vraiment, non, non, non. T'as 13 ans, tu lis pas Captive. T'as 13 ans, tu lis pas Icebreaker, ni les deux autres que je vais vous citer. Juste, faites attention à ce que lisent vos enfants. Vraiment, je mets un point d'honneur là-dessus. Si vous avez des enfants qui veulent lire Captive, c'est non. Enfin, c'est une dark romance, ce n'est pas la réalité. La meuf se fait cramer la main sur la plaque. Je sais que c'est quelque chose qu'on emploie beaucoup et qu'on illustre beaucoup, mais voilà, il y a beaucoup de violence. C'est pas du tout quelque chose qu'il faut faire lire à des ados parce que ça peut aussi avoir des répercussions sur comment fonctionne une relation pour elles ou pour. Enfin, je dis elles parce que c'est majoritairement des jeunes filles qui veulent lire ça. Mais voilà, c'est pas du tout un bon plan de faire lire ça à vos ados. Je dis ça, j'ai lu After quand j'étais plus jeune, j'ai lu 50 Shades. J'avais pas forcément l'âge requis et je n'aurais pas dû le lire à cet âge-là. Mais voilà, aujourd'hui, je sais que je ne veux pas un mec comme Hardin dans After parce que c'est un giga mec toxique qu'il est jaloux et que moi, ça me fait chier. Les mecs jaloux et même les gens jaloux en général. Et bref, il est violent, enfin voilà. Ne faites pas lire ça à vos ados, c'était la petite minute prévention.
c'est bon, c'est fini. En deuxième position, il y a Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, qui a été traduit par Robin, pardon, je vais juste pas me relire, Stella Blight, oui c'est ça. Et alors, c'est mauvais, selon moi toujours, gardez ça en tête, c'est selon moi. Donc c'est une dark romance également, et là il y a des scènes de sexe explicites, qui sont pas, encore une fois, très réalistes et que je trouve très qualitatives, vraiment. Pareil, je trouve que c'est très simpliste, que le mythe est pas vraiment bien réadapté, ça n'apporte pas forcément grand-chose. C'est encore une fois très cliché. Hadès est un dieu qui travaille dans le milieu de la nuit, qui a beaucoup d'argent, qui est très mystérieux et qui fait le mec avec plein de conquêtes. Perséphone est une petite meuf qui vient d'arriver en ville, qui est en école de journalisme et elle se trouve un stage chez Hadès. Voilà, c'est très cliché, je trouve. Et je pense aussi que ma lecture a été empirée avec l'audio que je trouve vraiment mauvais. Là, il n'y a pas à tortiller. Je ne sais plus qui est la lectrice, mais je ne sais pas non plus qui a réécouté son audio. Mais c'est pas bien fait parce que du coup, la lectrice se trompe parfois dans les prénoms des personnages. Notamment une scène que je me souviens, dont je me souviens, c'est que Hadès rentre dans son bureau et Perséphone et Hermès se cachent d'Hadès dans un petit coin. Donc Hermès et Perséphone ne doivent pas être vus ni entendus de Hadès qui arrive dans son bureau. Sauf que la lectrice dit Perséphone et Hadès étaient cachés de Hadès. Et elle le redit au moins 2 fois dans un tout petit passage. C'est très perturbant pour quelqu'un qui ne fait que écouter le livre. Je ne comprends pas que personne n'ait réécouté et n'ait revérifié, en fait. Là, je comprends que la lectrice, si jamais elle fait ça chez elle, ou enfin, je comprends que tu fais des erreurs, il n'y a pas de problème. Mais normalement, il y a quelqu'un derrière qui revérifie si tout va bien. C'est comme en traduction, il y a forcément des correcteurs parce que le traducteur ou traductrice va forcément faire des erreurs. Donc, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un pour corriger. Et c'est la même chose pour les livres audio. Les comédiens peuvent se tromper, c'est normal, mais il faut quelqu'un pour réécouter et corriger. Et il faut donc réenregistrer quand c'est le cas. Donc il y a cette scène-là qui est vraiment marquante, mais après il y a aussi des petites choses qui sont pas forcément importantes quand on ne fait que écouter, mais c'est que la lectrice se trompe dans certains verbes. Ils sont certes synonymes, mais c'est pas forcément ce qu'a voulu traduire la traductrice, ou traducteur d'ailleurs, Robin, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais pareil pour l'autrice de base, elle a choisi un terme précis, donc c'est peut-être important pour elle enfin c'est probablement important pour elle que ce soit respecté. Donc je comprends encore une fois là que ce soit une erreur de la lectrice et que ce soit compliqué pour la comédienne de lire tout ça et de ne pas faire d'erreur, mais la correction, ça sert à quelque chose et c'est pas juste là pour faire joli. Donc c'est aussi en ça que j'ai encore moins aimé le roman, c'est que le livre audio était terrible et j'ai trouvé malheureusement que la lectrice n'avait pas les bonnes intentions et les bonnes intonations non plus pour les personnages. Je trouve que sa modulation de voix n'était pas là. Et je suis désolée de la critiquer autant, mais je trouve que quand on paye un livre audio, bah, il faut quand même qu'il y ait un minimum de correction derrière. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc malheureusement, ça l'a pas du tout fait pour moi. Encore plus avec l'histoire qui m'a pas convaincue du tout, que j'ai trouvé très cliché, avec des personnages clichés. Et c'est des choses que je peux aimer hein, quand les personnages sont un petit peu clichés, mais que l'histoire est sympa. Mais juste là, je trouve que l'histoire même en elle-même est très cliché et que ça se meute beaucoup trop. Ça enlève ses vêtements trop facilement, encore une fois, pour pas beaucoup de raisons. Bref, on va passer au dernier qui est là le pire de tous, vraiment le pire de tous. C'est Twisted Love de Hannah Huang, qui est traduit par Charlene McGregor. Et je vais pas du tout être objective, je vais pas être sympathique avec ce livre et j'en suis désolée si vous l'avez aimé, mais je le trouve extrêmement mal écrit. C'est vraiment très très mal écrit. Et là, je l'ai que écouté et c'était horrible à écouter. Pas par rapport au... Il y avait du coup un lecteur et une lectrice parce que du coup c'est des chapitres alternés entre le personnage masculin et le personnage féminin. C'était terrible et ça m'a donné des frissons de gêne. C'était horrible à lire.
enfin écouter, pardon. Et c'est pas du tout la faute des lecteurs et ni de la lectrice, mais alors, pour vous parler un petit peu de l'histoire, on va suivre un personnage masculin, je sais plus comment il s'appelle, qui est du coup le meilleur ami de notre personnage féminin et vous en doutez bien, ils vont finir ensemble. Et vraiment, je ne comprends pas. Là aussi, il y a beaucoup de smut. Vraiment, il y a des allusions au physique H24 et ce dès le chapitre 1. Et vraiment des allusions crado, hein, ça parle de la poitrine, ça parle des fesses, ça parle de sa chevelure, de sa bouche, de son engin masculin qu'il aimerait bien mettre dans des endroits où on n'a pas envie de savoir. Et vraiment, je ne comprends pas, c'est vraiment au-dessus de mes forces, parce que autant moi j'ai lu After quand j'étais jeune et c'est grand Dieu que c'est mal écrit, mais que j'avais adoré et que je voulais un Hardin dans ma vie. Fort heureusement, je n'en ai pas. Encore une fois, ne mettez pas ça dans les mains de vos ados. C'est une représentation du couple extrêmement toxique et il y a des trigger warnings à chaque instant. Il y a de la violence physique, il y a de la violence sexuelle, de la violence verbale. Et dans les scènes de smut, ça va vite, ça va fort, ça insulte, ça fait des choses qui... Non, que c'est un grand nom en fait, tout simplement. Et juste, moi je voulais pas entendre des choses pareilles, parce que vraiment il y a certaines choses dans la traduction qui m'ont dégoûtée profondément. Je peux pas vous le dire parce que je vais être démonétisée, parce que oui, j'ai réussi à monétiser mes vidéos, mais vraiment, il y a des choses que je ne voulais pas entendre et je sais que c'est pas de la faute de la traduction parce que j'ai écouté un petit peu de l'anglais et bah, ça vient de la langue originale, c'est déjà mauvais en fait en anglais. Il y a quand même 4 tomes de Twisted, Twisted Love, Twisted je sais plus quoi, vraiment, je me suis arrêtée là. Et c'est le pire des 4 que j'ai lu, parce que c'est le premier que j'ai lu en plus, je crois que je l'ai lu en janvier. Et j'ai été traumatisée par ce livre, je ne veux plus jamais en entendre parler. J'en ai terminé avec cette vidéo, je me rends compte que je n'ai pas donné beaucoup d'arguments et que mon argumentaire n'était pas du tout constructif et n'était même pas du tout argumenté. Mais surtout pour les 4 derniers, mais vraiment les 4 derniers c'était les pires de tous pour moi. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, j'espère ne pas vous avoir offensé, si c'est le cas j'en suis désolée. Si vous les avez aimés, encore une fois, je suis très contente pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si jamais vous avez eu des flops dans cette année 2024, n'hésitez pas à me les dire et on pourra argumenter dans le respect s'il vous plaît et la bienveillance. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!